Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1012 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 juin 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. De la mini DV au smartphone. Ce grand écart technologique illustre le temps écoulé entre 28 jours plus tard, film d'horreur du réalisateur britannique Danny Boyle sorti en 2002, et le troisième opus de la trilogie, 28 ans plus tard, qui sort sur grand écran au mois de juin. À l'époque, l'approche minimaliste, caméra numérique au point, séduit avec une colorimétrie et un rendu d'image modeste, digne d'un film familial, qui colle parfaitement à l'atmosphère post-apocalyptique dans laquelle évolue l'acteur principal, Cillian Murphy, dans une production aux antipodes de la série Peaky Blinders ou du chef-d'œuvre Oppenheimer qui lui a valu un Oscar récemment. À l'aube des années 2000, 28 jours plus tard, s'apparente plus à un film d'auteur, voire de série B, un peu à la manière du projet Blair Witch, avec une intention délibérée de la part du réalisateur et du chef opérateur d'adopter le format DV en vogue à cette époque, ce qui accentue la dimension réaliste du film. 23 ans plus tard, littéralement, même combat. Cette fois, c'est logiquement le smartphone qui capte la lumière sur le plateau de tournage. Tout un storytelling précède la sortie de ce blockbuster sanglant, faisant état du recours à cet outil, mais il serait dommage de résumer ainsi l'ambition technique de Danny Boyle et son équipe. Là où les caméscopes captaient des séquences en 4/3 il y a plus de 20 ans, la tendance actuelle consiste plutôt à étirer les images. Sur 28 années plus tard, le réalisateur de Trainspotting a misé sur un ratio ultra large, proche de l'Ultra Panavision ou de l'IMAX, pour que l'expérience soit la plus immersive possible pour tous les spectateurs. N'allez pas croire pour autant qu'il a tourné tout le film avec son iPhone façon run and gun. Une partie du budget de 75 millions de dollars a été allouée à la conception de 3 rigs pour utiliser 8 à 10 smartphones reliés entre eux sur certaines séquences, jusqu'à 20 même pour décomposer la trajectoire d'une balle, ce qui rappelle le fameux effet bullet time de Matrix, un procédé déjà utilisé au XIXe siècle par Murbridge qui parvint alors à disséquer le mouvement d'un cheval au galop avec 24 appareils et autant de plaques de verre. Ce souci d'inscrire l'œuvre dans l'ère technologique contemporaine a même perturbé les acteurs les plus expérimentés sur le tournage, à en croire le réalisateur, eux qui, habitués à certains types de caméras et familiarisés avec les focales, ont été quelque peu désarçonnés face à ces configurations d'un nouveau type, ce qui a généré une tension supplémentaire bienvenue, étant donné le sujet du film. Le choix du smartphone n'est donc pas qu'un axe marketing, il résulte bel et bien d'une intention artistique en phase avec les outils et les codes visuels actuels. Bon, évidemment, en entendant ce que tu viens de nous raconter, ça me fait penser au projet Blair Witch, hein, qui avait été tourné avec un petit caméscope en forêt. Il sort quand exactement, Benjamin, ce film ? Alors il sort le 18 juin sur grand écran avec Aaron Taylor Johnson en guest star. Hein. C'est un acteur qu'on a pu voir dans Kick-Ass ou Bullet Train qui est aussi pressenti pour prendre le relais de Daniel Craig dans le costume de James Bond. Et Danny Boyle, hein, qu'on connaît pour Trainspotting, 127 heures, Petit meurtre entre amis, Slumdog Millionnaire, il y en a plein d'autres, La plage, voulait pousser le réalisme en attendant 28 ans, qui est un écart de 28 ans entre le premier et le troisième film. Entre-temps, il y a eu 28 semaines plus tard qu'il n'avait pas réalisé. Bon là, il a attendu 23 ans, c'est déjà pas mal, pour un souci là aussi de réalisme. Entre-temps, il y a eu le Brexit, il y a eu le Covid, donc il voulait aussi inclure un peu tout cela dans le scénario. Et pour en venir à la forme, puisqu'aujourd'hui on va pas mal parler de rendu, de matériel aussi, il a souhaité donc coller, hein, comme je le disais, au code visuel de l'époque, en utilisant principalement le smartphone. Alors quand on regarde des images de coulisses, il triche un peu en disant ça parce que on voit des configurations avec un smartphone en effet, mais devant des optiques ciné énormes sur des rigs hyper sophistiqués. Il y a aussi notamment ce plan avec 20 smartphones reliés entre eux qui permettra de séquencer cette fameuse trajectoire de balle. D'après lui, en tout cas,
le spectateur pourra se rendre compte visuellement de l'utilisation des smartphones dans les scènes d'action notamment. Ce sera assez visible et c'est ce qui est souhaité. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette série de films d'horreur, moi qui suis assez friand de ce genre de film, 28 jours plus tard, le premier opus tourné il y a 23 ans est vraiment un petit bijou qu'on croirait tourner avec 3 fois rien, mais qui en fait est hyper précis dans sa médiocrité. Bon, à ce rythme-là, Charles, tu vas te retrouver à vendre des iPhones très rapidement à Objectif Bastille. Il y a encore un peu de marge. Est-ce que d'ailleurs, quand vous avez des demandes comme ça, de setup un peu sur mesure, de construction d'accessoires, là, Benjamin disait qu'ils avaient conçu des rigs spécifiques pour ce film-là. C'est des choses que vous pouvez adresser chez Objectif Bastille? Tu penses aux imprimantes 3D ou ce genre de choses éventuellement pour personnaliser? J'ai pas d'arrière-pensée particulière, mais je sais que sur certaines productions, il y a des besoins de produits qui n'existent pas. Et du coup, il faut bien qu'ils se tournent vers des spécialistes de ce genre de choses. Et je me demandais justement si chez Objectif Bastille, sur des choses qui se rapprochent des produits que vous proposez déjà dans votre catalogue, bah, vous aviez cette souplesse, entre guillemets, de pouvoir faire du sur-mesure dans certains cas bien précis. Bah, la souplesse, en fait, il y a des marques qui l'ont créée. On prend Small Rig, toutes les semaines, ils nous sortent un nouveau produit, hein. Donc, et ils ont cette réactivité par rapport à l'utilisation, tout ce qui est smartphone ou même appareil photo ou caméra, hein. Donc, il y a une réactivité au niveau des marques qu'il n'y avait pas encore il y a 3 ans, hein. Je vous parle de Small Rig, mais vous avez Falcam, vous avez plein d'autres marques qui sont à l'affût, ou même Tilta, qui sont à l'affût d'être réactifs par rapport à un besoin spécifique et une utilisation. Et après, ils ont aussi une certaine réactivité dans la production et la distribution. En l'espace de 3 semaines, ils sont capables de commercialiser un produit qu'ils ont inventé il y a 1 mois ou 2 mois, maxi. Moi, je voulais revenir rapidement sur le format aussi, puisque donc à l'époque, on parlait de 4 tiers, donc en 2002, principalement pour les caméscopes et le format DV. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IMAX, on parle beaucoup de ces formats très étirés, on parle de l'anamorphique, etc. Toi, Julien, est-ce que tu constates un petit peu ces demandes ou on va dire ces codes un petit peu en vogue qui veulent que les formats soient un petit peu étirés, ce qui peut correspondre d'ailleurs aussi au format des téléphones, hein. Chez Sony, ils ont des smartphones conçus pour le jeu vidéo qui sont en format 17:9 qui est vraiment très étiré. Moi, je pense aujourd'hui, ce qui fait la grosse différence par rapport à, tu vois, il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix du format. Il y a 20, 30 ans, on faisait du 4 tiers, on faisait du 4 tiers. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut faire du 4 tiers, on peut faire du 16:9, on peut faire du 17:10, on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, pour moi, le format, il doit participer à l'histoire. Il doit être justifié. L'IMAX, je sais pas, tu prends un film comme Dark Knight de Nolan, le premier de sa trilogie Batman, tu as des plans d'extérieur d'immeubles, l'attaque Le de la deuxième. banque. Le deuxième, pardon. Le deuxième, avec l'attaque de la banque avec le Joker et tout. Là, l'IMAX, il pète l'écran, c'est exceptionnel à voir. Et ça sert l'histoire. Ça sert l'histoire parce que ça montre la grandeur de la ville, ça montre Gotham qui a un rôle dans le film aussi bien que les personnages. Donc, quand ça sert l'histoire, moi, je suis tout à fait pour. Faire l'anamorphique pour faire l'anamorphique, là, personnellement, hein, pour moi, il y a peu d'intérêt. Vouloir mettre de l'anamorphique, pardon. Je vais la recommencer. Vouloir mettre de l'anamorphique partout, pour moi, ça, par contre, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est vrai, je pense qu'on va en parler. Les optiques anamorphiques aujourd'hui sont bien plus abordables qu'il y a 10-15 ans. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Mais si c'est pour filmer Tati Janine dans son jardin ou quoi que ce soit, ça Ouais, sert moi, je trouve ça strictement- très stylé de filmer Tati Janine avec une Alors, optique Tati anamorphique, Janine hein. a un côté, en effet, un petit peu glam des années 50 qui peut être sympa, mais à côté de ça, non, c'est pas forcément justifié, quoi. Donc oui, aujourd'hui, les formats, il y a des demandes, en effet, de formats très étirés, il y a des demandes de formats verticaux, Ouais, énormément. Moi, j'ai des énormément, clients ouais. aujourd'hui qui demandent beaucoup ça. Moi, je sais que, par exemple, sur mon boîtier, le S5-2X, je peux filmer en open gate, donc la totalité du format du capteur, donc ce qui fait que sur un même plan, je peux extraire soit du vertical, soit de l'horizontal, donc ça, c'est très demandé. Mais je sais pas, oui, il y a des modes. Il y a des modes parce que il y a 2 ans, je dirais que le mode, c'est pareil, on rejoint les optiques. Il y a 2 ans, la mode, c'était l'ultra grand angle. Il y a 2 ans, tout le monde shootait en ultra grand angle. Les photos de mode, tout était en ultra grand angle.
ça existe encore aujourd'hui, mais en effet, c'est des questions de mode. Donc, on a la chance aujourd'hui de faire ce qu'on veut avec nos boîtiers et nos objectifs, mais pour moi, il n'y a pas un format, il n'y a pas une focale, il y a vraiment que des formats différents, des focales différentes pour servir l'histoire, pour participer au projet, quoi. Tiens, justement, Charles, avec cette tendance-là, enfin, qui n'est pas une tendance, qui s'impose du format vertical en vidéo, est-ce que tu penses qu'un jour, l'un des grands constructeurs va nous proposer une déclinaison d'une caméra avec un capteur orienté à 90 degrés pour que la norme en prise en main soit le vertical et pas l'horizontal? Je suis pas sûr qu'ils se cassent la tête à vouloir fabriquer. Oh, ils sont capables, hein. Il y a de l'accessorisation qui est capable de le faire, hein. Il y a des systèmes, même avec la FX6, on voit des systèmes de cage, de rig pour faire un format vertical. On voit une progression de la demande là-dessus, sur ce type de produit. Donc, c'est presque ce qu'on va mettre autour de la caméra qui va permettre un cadrage vertical ou horizontal, plus que le travail sur le capteur qui nécessiterait, pour les marques, pas mal d'investissement et ce type de choses-là, quoi. Mais de toute façon, il a apporté la réponse, Julien. La réponse, c'est l'open gate, quoi. C'est génial. Et puis, il y a des cinéastes qui s'en sont emparés de manière formidable. Je pense à Xavier Dolan dans Mommy, où littéralement, on passe d'un format à l'autre, même un format carré hyper audacieux. Et en plein film, à un moment, un des acteurs va étirer comme ça le format. C'est absolument génial. Donc, s'enfermer dans un format, c'est vrai que c'est dommage. Et le numérique permet ça. Donc, c'est fantastique. Bon, allez, on va conclure la story sur ces mots là-dessus. Merci Benjamin pour cette story toujours aussi intéressante.